C'était une annihilation totale, une série de frappes dévastatrices qui ont paralysé le régime iranien et préparé le terrain pour une guerre où les États-Unis anéantiront toute perspective pour l'Iran de devenir un acteur géopolitique majeur au Moyen-Orient. Même Donald Trump est surpris par la rapidité de la chute du régime iranien, alors que les États-Unis remportent la victoire la plus rapide de l'histoire militaire moderne. Il n'a fallu que 12 heures. Et maintenant, l'Iran est au bord de l'effondrement total. Les États-Unis et Israël ont lancé 2 opérations parallèles visant à éliminer le régime dictatorial de l'Iran. L'opération Fureur épique, combinée à l'opération Ligne rugissante, a déployé une puissance aérienne incroyable sur l'Iran en quelques heures, laissant un régime déjà en difficulté en lambeaux, tout en neutralisant certains des principaux nœuds militaires qui auraient pu permettre à l'Iran de lancer une riposte suffisamment forte pour faire hésiter les États-Unis et Israël. Les chiffres sont stupéfiants. La force combinée des États-Unis et d'Israël a mené pas moins de 900 frappes contre l'Iran en seulement 12 heures dans une campagne de choc et d'effroi qui a ébranlé tout le pays jusqu'à son cœur. Nous expliquerons en quelques minutes comment les États-Unis ont mené ces 12 heures de destruction et les objectifs de leur collaboration avec Israël. Au passage, les forces combinées ont détruit les défenses aériennes iraniennes, réduit la capacité de riposte et anéanti le commandement et le contrôle du pays, ne laissant à l'Iran qu'une coquille vide de sa force militaire passée. Les premières explosions à Téhéran ont été signalées vers 17h 30h d'été de l'Est australien, rapporte le Sydney Morning Herald. L'heure normale d'Iran a environ 7h30 de retard, donc les États-Unis ont frappé l'Iran vers 10h du matin heure locale. 1 heure après les premières explosions, le président américain Donald Trump a annoncé le début des opérations de combat majeures des États-Unis en Iran. Ensuite, pendant 11 heures, les États-Unis et Israël ont frappé les défenses, la direction et les nœuds de militaires clés de l'Iran. Comme le note Copy Army dans son rapport sur l'opération américano-israélienne, les 12 heures de destruction ont surtout visé la principale ville d'Iran, Téhéran. C'est à Téhéran que se concentre une grande partie du commandement du régime, affirme Copy Army. Au-dessus de ce centre de population, on voit aussi que les États-Unis et Israël semblent en bonne voie pour obtenir la domination aérienne nécessaire à l'éviction définitive du régime iranien. L'espace aérien au-dessus de Téhéran est presque entièrement déserté, comme dans certaines régions d'Ukraine et de Russie, où les vols sont interdits à cause de la présence militaire importante. Iran International a partagé une carte éclairante le 28 février, qui montre clairement que le trafic aérien civil évite complètement l'Iran. Les avions autorisés à survoler le pays, il y a 24 heures, sont désormais détournés pour éviter l'Iran, l'Irak, le Koweït et la Syrie, cible potentielle de représailles iraniennes et point de départ des frappes américaines. Ah, et une chose de plus. Pendant ces 12 heures de destruction, les États-Unis ont aussi éliminé le guide suprême iranien, Ali Khamenei. L'homme qui a guidé l'Iran pour en faire une puissance militaire et nucléaire respectée a disparu à jamais, tout comme des centaines ou milliers de partisans et dirigeants de son régime. Nous allons voir ce que cela signifie et pourquoi cela prépare la suite plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, abordons 2 questions clés. Comment les États-Unis ont-ils mené 12 heures d'anéantissement ? Et quel rôle l'Amérique et Israël ont-ils joué dans ce qui doit être la pire demi-journée de l'histoire du régime brutal iranien ? Commençons par le comment. La réponse simple, c'est que les États-Unis ont utilisé une puissance de feu écrasante pour anéantir l'Iran avant même qu'il ait eu la moindre chance de sortir des starting blocks dans cette guerre. Nous pourrions passer des heures à examiner chaque aspect de ce que les États-Unis ont fait, mais à la place, nous allons nous concentrer sur certains des moyens les plus puissants, en commençant par les missiles Tomahawk que les États-Unis ont lancés en grande quantité depuis leurs navires de guerre. Plus de 20 navires de guerre américains, dont des destroyers et sous-marins déployés récemment, ont tiré des dizaines de missiles Tomahawk sur leurs cibles, selon Copy Army. Des images saisissantes de cette attaque de missiles Tomahawk montrent, notamment depuis le sol, les missiles américains frôlant le terrain en fonçant vers leurs cibles. Une vidéo montre 21 missiles de croisière volant successivement vers leurs cibles, tous visibles depuis le sol et filmés en un seul plan de plus de 30 secondes. Plusieurs impacts ont été signalés à des points stratégiques, et toutes les défenses aériennes iraniennes, majoritairement issues de la Russie, de la Chine ou fabriquées localement, n'ont pas pu les stopper. C'est là que le vol à basse altitude des Tomahawk entre en jeu. Un missile volant près du sol est plus difficile à détecter par les systèmes de défense aérienne et radar.
Des inquiétudes existent sur l'épuisement d'une grande partie des stocks limités de Tomahawk par les États-Unis durant les 12 heures de l'opération Fureur épique. Cependant, comme le note Business Insider, la société RTX qui fabrique le missile travaille déjà à augmenter la production à 1000 unités par an. Après l'attaque initiale, les États-Unis ont sans doute pu frapper plus précisément avec d'autres missiles et munitions, mais les Tomahawk ont été essentiels durant les 12 premières heures. Il en va de même pour les avions de chasse américains déployés depuis ces porte-avions et bases proches. Capi Army rapporte que l'essentiel du blitz initial de 12 heures contre les défenses iraniennes a été mené par des F-35 et FA-18E Super Hornet, partis de porte-avions américains stationnés dans le golfe Persique. Leurs frappes ont touché une plateforme de drones iraniennes et des sites de lancement de missiles balistiques, selon Capi Army. CNN ajoute que des F-16 et des F-22 ont également été vus en action dans les jours qui ont suivi les 12 premières heures d'anéantissement par l'Amérique, tout comme des avions d'attaque A-10 bimoteurs. Les avions de chasse américains ont aussi visé les installations navales limitées de l'Iran. L'opération Fureur épique a coûté à l'Iran certains des atouts les plus importants de sa marine, comme l'a rapporté nul autre que le président Trump lui-même. Je viens d'être informé que nous avons détruit et coulé 9 navires de guerre iraniens, dont certains étaient relativement grands et importants. Nous allons nous occuper du reste. Bientôt, ils seront aussi au fond de la mer, a déclaré Trump. Il a ajouté que les frappes américaines écrasantes ont aussi détruit le quartier général naval de l'Iran, puis a ironisé « Sinon, leur marine va très bien ». Militani rapporte que des images satellites ont déjà confirmé le naufrage de 3 navires de guerre iraniens, dont une frégate légère et 2 corvettes. 3 autres navires, 2 patrouilleurs et un auxiliaire auraient aussi été détruits. L'Iran ne veut surtout pas cela, sa marine étant déjà faible. Global Firepower révèle que l'Iran ne disposait au départ que de 7 frégates et 3 corvettes, même s'il possède encore ses 25 sous-marins. À ce jour, la perte d'un navire de guerre réduit la puissance navale que l'Iran pouvait exercer dans le détroit d'Ormuz. Ralentissons un instant. Ce que le régime iranien aurait sans doute voulu que les États-Unis fassent le 28 février. Jusqu'à présent, nous avons vu que les 12 heures de destruction de l'Amérique ont éliminé Khomeini, et il y a encore plus à venir à ce sujet. Les Tomahawks américains ont détruit des sites militaires majeurs en Iran, tandis que les chasseurs ont ciblé des objectifs importants, dont les rares navires iraniens pouvant menacer, même faiblement, la suprématie navale américaine. Grâce aux États-Unis, l'Iran a perdu son premier navire de guerre depuis les années 1980, et d'autres suivront probablement. Mais il y a plus, bien plus encore. Avant que nous n'approfondissions ce que les États-Unis ont fait d'autre lors de leur blitz de 12 heures de Military Show, et ce n'est pas fini. Assurez-vous de vous abonner dès aujourd'hui si vous trouvez de la valeur dans notre contenu. Concernant l'assaut américain de 12 heures contre l'Iran, le régime iranien devait craindre plus que les Tomahawks sur le front des missiles. En plus des missiles et bombes lancés sur l'Iran, les États-Unis ont aussi employé leurs missiles ATACMS. Selon le magazine Military Watch, des images publiées par le commandement central américain, ou CENTCOM, ont révélé que des missiles ATACMS tirés depuis des lanceurs HIMARS ont également visé l'Iran. Il est probable que les États-Unis aient utilisé ces missiles pour frapper les radars et sites de lancement de missiles balistiques iraniens, affaiblissant ainsi les défenses aériennes et la capacité de riposte de l'Iran. D'autres images utilisées par le magazine Military Watch semblent-ils montrer des missiles ATACMS détruisant un lanceur de missiles balistiques de moyenne portée et un système de défense aérienne iranien, Bavar 373. Ces missiles auraient dû être lancés depuis le sol, comme on le voit sur les images, et les États-Unis auraient dû positionner leurs lanceurs assez près des frontières de l'Iran, étant donné la portée maximale de l'attaque MS de 300 km, soit environ 186,4 miles. Cela a suscité des spéculations sur l'utilisation par les États-Unis de leurs bases militaires en Irak ou en Turquie pour cette phase du blitz de 12 heures. Nous l'ignorons, car les États-Unis n'ont pas précisé l'origine des frappes de leurs attaques MS. Cependant, cela reste probable. Il ne change rien au fait que l'Iran doit affronter ses puissants missiles, les Tomahawks, et tout ce que les États-Unis et Israël ont lancé lors de leurs attaques contre 900 cibles en 12 heures. Avec toute cette puissance de feu, on oublie facilement une autre arme utilisée par les États-Unis lors de leur première attaque contre l'Iran, Lucas. Ces drones d'attaque unidirectionnels sont employés par la force opérationnelle Scorpion Strike, créée par les États-Unis au Moyen-Orient, fin 2025. L'opération Fureur épique est la première intervention à cette échelle de cette force, et le premier déploiement des drones kamikazes Lucas.
CNN indique que le drone américain est en grande partie une copie du Shahed 136 iranien, ce que le CENTCOM semble confirmer dans un communiqué. Ces drones bon marché, inspirés des Shahed iraniens, infligent désormais une riposte produite aux États-Unis, selon le CENTCOM. L'Iran a donc subi un retour de bâton, en plus de la démonstration catastrophique de la puissance de feu américaine qu'il a dû encaisser le 28 février. Les 12 heures de fureur épique de l'Amérique ont offert la démonstration la plus impressionnante de la puissance aérienne américaine depuis des années. Où, selon le CENTCOM, l'opération Fureur épique représente la plus grande concentration de puissance militaire américaine régionale depuis une génération. C'est indéniable. Dans quelques instants, nous verrons ce que cela implique pour l'Iran et son régime. Mais d'abord, il vaut la peine d'explorer un peu plus en détail comment l'opération Fureur épique et l'opération Lion rugissant ont travaillé ensemble pour totalement paralyser l'Iran en seulement 12 heures. Bien que les États-Unis et Israël visent tous deux à renverser le régime iranien, chaque pays a eu un rôle distinct au début du conflit. Et on pourrait dire que le rôle d'Israël a peut-être été encore plus dommageable pour l'Iran et ses chances de résister dans cette nouvelle guerre. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, les États-Unis et Israël ont élaboré une stratégie résumée ainsi: détruire et décapiter. Alors que les frappes aériennes américaines se concentraient principalement sur des cibles militaires comme les navires de guerre et les sites de lancement de missiles balistiques dont nous avons déjà parlé, Israël visait la direction iranienne. Il semble probable que Khamenei soit mort à la suite de la partie israélienne du Blitz de 12 heures, affirme l'ISW. Les forces de défense israéliennes affirment avoir éliminé d'autres hauts dirigeants iraniens, dont Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil de défense iranien, le général de division Mohamed Pakpour des Gardiens de la Révolution islamique, ou CGRI. L'Iran a aussi perdu son ministre de la Défense, Aziz Nazirzadeh. Tous sont morts dans les 12 premières heures de la guerre, comme beaucoup d'autres. Iran International ajoute que l'agence de presse ISNA rapporte que des milliers de membres du CGRI ont été tués ou blessés à la suite des frappes américaines et israéliennes contre les centres militaires iraniens. Ce chiffre ne semble pas encore avoir été confirmé, et Iran International précise que l'ISNA n'est qu'une source semi-officielle. D'autres chiffres, comme ceux partagés par Al Jazeera, suggèrent qu'au moins 555 Iraniens ont été tués par les frappes aériennes, jusqu'à présent. Ce chiffre provient du Croissant Rouge iranien, et il n'est pas clair s'il concerne uniquement les civils ou l'ensemble des victimes iraniennes, y compris les dirigeants du pays. Il y a donc encore de la confusion concernant l'ampleur réelle des pertes au sein du régime iranien à la suite du Blitz de 12 heures, mais une chose est certaine, le régime est sur un terrain instable. Alors que les États-Unis et Israël poursuivent leur offensive, et que les États-Unis ont déjà utilisé leurs bombardiers furtifs B-2 Spirit contre les sites souterrains iraniens, ce terrain va s'effondrer. C'est la puissance aérienne synchronisée à son apogée, affirme Max Afterburner dans son résumé de la fin d'une guerre qui commence à peine. L'armée américaine a été conçue pour ce type d'approche synchronisée afin de neutraliser la défense aérienne, intégrer et cibler les dirigeants. C'est la stratégie soutenue par l'ISW. L'Amérique a neutralisé les nœuds militaires, et Israël s'est concentré sur la direction iranienne, le tout dans une fenêtre de 12 heures, qui fait de ce que nous avons vu au début de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, peut-être la démonstration de puissance militaire la plus impressionnante jamais vue dans l'histoire de la guerre moderne. Mais tout cela s'est déjà produit, et cela a été dévastateur pour l'Iran. La grande et ultime question que nous devons nous poser est: que va-t-il se passer ensuite ? Donald Trump avait déjà donné un indice dans son discours de 8 minutes. 1 heure après le début du Blitz américain de 12 heures contre l'Iran. Nous visons à protéger le peuple américain, en éliminant les menaces immédiates du régime iranien. Ces actions menaçantes mettent en danger les États-Unis, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés à travers le monde, a déclaré Donald Trump. En résumé, l'effondrement total du régime iranien semble être à l'ordre du jour des États-Unis et d'Israël. Et si c'est le cas, alors les deux ont très bien commencé. Khamenei est déjà mort. Si les rapports sur les pertes du CGRI sont vrais, de nombreux membres du régime et de l'armée iranien qui auraient pu mener une sorte de campagne contre les États-Unis ont suivi Khamenei dans la tombe. Les images satellites montrant la maison de direction ruinée de Khamenei représentent aussi une grande victoire de propagande pour les États-Unis, qui pourront les diffuser largement. Cela montre la puissance des forces aériennes américaines et israéliennes ainsi que la qualité de leurs renseignements, capables de frapper rapidement avant que Khamenei et d'autres ne s'échappent. Ce type de propagande pourrait aussi encourager ce que les États-Unis souhaitent pour la suite de la guerre avec l'Iran, une révolte du peuple iranien contre les restes du régime. Capi Army estime que Trump,
en déclarant vouloir renverser le régime, voulait montrer au peuple iranien, qui protestait déjà avant l'opération Fureur épique, que les États-Unis les soutiendraient. Si le peuple se rebelle sur le terrain, les États-Unis pourraient dire qu'ils utiliseront leurs frappes aériennes pour anéantir toute réponse que le régime iranien restant essaierait de formuler avec encore plus de frappes aériennes. C'est en quelque sorte un passage de relais, et la mort de Khamenei si tôt dans la guerre a peut-être jeté les bases d'un soulèvement alimenté par la force du peuple. Selon Politico, un tel soulèvement devrait affronter les nombreux mécanismes répressifs instaurés par l'Iran ces dernières décennies, qui ne disparaîtront pas avec le départ de Khamenei. Le corps des gardiens de la révolution islamique reste actif malgré de lourdes pertes, et il est historiquement difficile d'éliminer des régimes aussi fanatiques que celui d'Iran. Actuellement, le peuple iranien exprime une forte soif de changement. Peut-être répondront-ils à l'appel des États-Unis et réussiront là où d'autres ont échoué, selon Politico. On peut presque affirmer avec certitude que les États-Unis n'enverront pas de troupes au sol en Iran. Le sénateur républicain Tom Cotton a affirmé lors d'une interview « Le président n'a aucun plan pour déployer massivement des forces terrestres en Iran. » Cotton affirme qu'une campagne aérienne et navale prolongée, s'appuyant sur le succès dévastateur de l'offensive initiale contre le régime, est bien plus probable. Les États-Unis espèrent que toute force terrestre viendra du peuple opprimé d'Iran, qui demande depuis longtemps un changement de régime. Il y a un autre facteur dont le régime iranien doit s'inquiéter, les autres États. Le Times of India indique qu'une coopération discrète entre Israël et l'Arabie Saoudite aurait eu lieu lors de la préparation de la série de frappes initiales de 12 heures. Cette coopération pourrait devenir plus ouverte à mesure que la guerre se poursuit, car les Saoudiens ont de nombreuses raisons de vouloir se débarrasser d'un régime iranien imprévisible qui a tenté de s'imposer comme un acteur majeur au Moyen-Orient. Le Royaume-Uni a également annoncé une implication limitée dans le conflit, bien que cela se limite actuellement à offrir aux États-Unis l'utilisation de bases britanniques après avoir précédemment refusé. Un consensus se dégage parmi la plupart des États du Golfe. Cette guerre n'est pas la leur, selon Al Jazeera. Et ce, même si l'Iran a réagi du mieux possible aux frappes américaines et israéliennes, en lançant un nombre limité de missiles et drones sur les bases américaines de ces États du Golfe. Actuellement, la situation semble défavorable pour le régime iranien. Son dirigeant est mort. La plupart de ses défenses aériennes et des gardiens de la révolution ont été détruits, plongeant le régime dans le chaos. La guerre n'est peut-être pas finie, mais en 12 heures, les États-Unis et Israël ont mis l'Iran en position de perdre si vite que cela relèvera de l'exploit militaire moderne. La direction iranienne a été totalement anéantie. Et il est intéressant de noter que la chute du régime iranien pourrait bien avoir un impact désastreux sur un autre dirigeant qui se trouve à des milliers de kilomètres de là, quelque part en Russie. Vladimir Poutine tremble à l'idée de ce que signifierait pour son propre régime un monde sans une version de l'Iran favorable à la Russie. Après des frappes conjointes américano-israéliennes, l'Iran pensait avoir les réponses. Une vague de frappes de drones et de missiles a secoué les bases américaines dans tout le Moyen-Orient. Les États-Unis n'ont pas laissé passer ça sans réagir. L'Iran a répliqué avec des missiles, et les États-Unis ont exercé des représailles dévastatrices et immédiates. Les pilotes américains de B-2 ont accompli un exploit en Iran, et Téhéran sait déjà qu'il a perdu. Sous le choc d'un blitz dévastateur de frappes américaines et israéliennes, qui aurait vu les États-Unis mener 900 frappes dans les 12 premières heures de leur opération, ainsi qu'Israël bombarder l'Iran 200 fois en 24 heures, l'Iran savait qu'il devait riposter. Il a essayé, mais il n'a pas pu atteindre les avions qui survolaient pas le territoire. Ils sont trop rapides, trop bien coordonnés, et tout simplement trop performants pour les défenses aériennes affaiblies de l'Iran. Mais ce que l'Iran pouvait faire, c'était utiliser ses missiles pour attaquer des cibles qui ne se déplacent pas à des vitesses supersoniques. Des cibles stationnaires, comme les bases aériennes américaines. En lançant une vague de missiles et de drones, l'Iran a visé une série de bases américaines à travers tout le Moyen-Orient, transformant instantanément un conflit national en une guerre qui touche toute la région. France 24 donne les détails dans un article du 28 février, où il est précisé ce que l'Iran a frappé ou tenté de frapper. Au Bahreïn, où se trouve la 5e flotte et le commandement central naval américain. L'Iran a ciblé le centre de service de la 5e flotte. On a vu des colonnes de fumée grise s'élever près de la base, qui dispose d'un port en eau profonde capable d'accueillir des porte-avions américains. En Irak, où les États-Unis maintiennent des forces dans le Kurdistan autonome, des explosions ont eu lieu près du consulat américain à Erbil. Les forces de sécurité kurdes ont noté que les États-Unis ont intercepté des drones et missiles au-dessus d'Erbil. Ensuite,
Direction la base aérienne Mouafak Soulti en Jordanie, où les États-Unis ont déployé des dizaines d'avions militaires. Selon les premiers rapports, 2 missiles balistiques ont été abattus, ne causant que des dégâts matériels. Ça continue, et si vous regardez, vous saurez ce que les États-Unis ont fait pour venger ces frappes. En passant au Koweït, qui abrite un certain nombre de bases américaines, ainsi que des dépôts contenant des stocks d'équipements et de fournitures pour les forces américaines, des missiles iraniens ont visé la base aérienne Ali al-Salem. La plupart ont été interceptés, mais l'Italie, qui a aussi du personnel de l'armée de l'air sur la base, affirme que l'Iran a endommagé une piste clé. Des explosions ont été signalées près de la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, où se trouvent des éléments avancés du commandement central américain, ou CENTCOM. L'Iran semble également avoir visé la capitale qatari, Doha, avec une attaque. Aux Émirats arabes unis, où se trouve la base aérienne d'Al-Dafra qui accueille la 380e escadre expéditionnaire de l'US Air Force, 2 témoins affirment avoir vu de la fumée s'élever de la base après une petite série d'explosions. 2 salves de missiles iraniens auraient été interceptés aux Émirats arabes unis, mais des débris de la première vague auraient tué un civil. Et enfin, en Syrie, un missile iranien a tué 4 civils, bien que les États-Unis seraient en train de retirer leurs troupes de ce pays. Il s'agissait d'une attaque iranienne massive. Une tentative désespérée de projeter sa puissance après que les États-Unis et Israël ont conjointement frappé plus de 1000 cibles en Iran en une journée. Les États-Unis ont subi des pertes après la riposte de missiles iraniennes. Le CENTCOM a confirmé la mort de 3 militaires américains au combat pendant l'opération Fureur épique. 5 autres ont été grièvement blessés, et le président américain Donald Trump avait prévenu que des vies de héros américains pourraient être perdues, et qu'il pourrait y avoir des pertes, ce qui arrive souvent en temps de guerre. Les États-Unis voulaient se venger. Ils ont obtenu leur revanche en utilisant l'un des atouts aériens les plus puissants de leur arsenal, le bombardier B-2 Spirit. Le 1er mars, The War Zone, ou TWZ, a rapporté que les B-2 américains avaient rejoint la campagne aérienne contre l'Iran. Partis de Whiteman, Missouri, ces bombardiers furtifs ont atteint l'espace aérien iranien, tôt le 1er mars. À leur arrivée, ils ont déchaîné l'enfer. Les grottes à missiles de l'Iran étaient leur cible principale, et nous verrons bientôt pourquoi le B-2 était l'appareil idéal pour cette mission. Construites au cœur des montagnes iraniennes, ces installations servent généralement à stocker des missiles. Certaines peuvent aussi lancer des missiles balistiques via des ouvertures dans les installations souterraines, constituant ainsi une double menace. La logique des États-Unis est simple. Détruisez les grottes, et vous éliminerez les missiles et la capacité de lancement de l'Iran. L'Iran est très fier de ses grottes à missiles. Il y a presque un an, fin mars 2025, le régime iranien a même publié une vidéo de 85 secondes présentant les grottes et certains des missiles et roquettes les plus avancés de l'Iran. Encore une fois, c'était une démonstration de puissance, ou du moins c'était censé l'être. Le problème de l'Iran, c'est que sa vidéo de propagande a révélé une faiblesse qu'un pays doté de bombes anti-bunker, comme les États-Unis, pourrait exploiter. Les missiles étaient stockés à l'air libre dans les grottes à missiles, apparemment sans porte blindée ni autre mesure de protection qui pourrait protéger les grottes si l'un de ces missiles explosait. Une réaction en chaîne serait possible avec une frappe appropriée, a rapporté TWZ en mars 2025. Il suffirait d'une étincelle pour allumer la mèche et les grottes à missiles s'effondreraient. Les États-Unis avaient l'étincelle idéale avec le B-2 Spirit. Le bombardier furtif le plus impressionnant d'Amérique était idéal pour se venger de l'Iran, et pas seulement parce qu'il possède les bombes anti-bunker nécessaires pour déclencher des explosions en chaîne dans les grottes à missiles iraniennes. Ces grottes ont une autre vulnérabilité. Elles peuvent être hors service, sans être totalement détruites. Tout ce que les États-Unis avaient à faire, c'était de les sceller en frappant les entrées et les fissures aménagées dans les grottes, ce qui réduit la capacité de l'Iran à utiliser ses énormes stocks. Après cela, la surveillance et des frappes répétées pour éliminer toute ouverture que l'Iran essaierait de créer place les États-Unis dans une position où ils peuvent attaquer ailleurs, dans le pays, tout en minimisant les tentatives de représailles de l'Iran. Donc la stratégie était en place. Les bombardiers B-2 étaient arrivés. Il suffisait que les États-Unis allument la mèche. Voyons d'abord ce que le B-2 Spirit apporte au combat en Iran, qu'aucun autre avion américain n'offre. Tyler Holloway de TWZ expose des notions de base dans un post sur X, affirmant que le B-2 permet des attaques directes contre des cibles iraniennes, impossibles pour d'autres plateformes. Un seul B-2 peut transporter jusqu'à 80 bombes JDAM, chacune pesant 500 livres. En nombre suffisant, elles offrent une puissance de feu suffisante pour sceller les grottes à missiles iraniennes, empêchant le régime chancelant de reproduire ses attaques contre les bases américaines au Moyen-Orient.
des aérodromes entiers, des infrastructures anéanties en un seul passage, c'est ainsi que Rogaway le décrit. En ajoutant les MOP, ou pénétrateurs de munitions massives, le B-2 devient idéal pour détruire les bunkers, les grottes à missiles iraniennes et, si les États-Unis le souhaitent, les installations souterraines de missiles du pays. Max Afterburner avait encore plus à dire. C'est ce que le B-2 fait de mieux. Intervenir quand on s'y attend le moins, et frapper des sites sensibles sans que personne ne le voie venir, provoquant ainsi un choc et une stupeur totale. En d'autres termes, le B-2 combine son immense puissance de feu avec des capacités de furtivité qui lui permettent d'entrer, de frapper et de repartir avant que l'Iran ne comprenne ce qui lui est arrivé. Afterburner ajoute qu'il semble que les États-Unis aient déployé 4 à 6 B-2 en Iran. Et il note que chacun est capable de transporter 2 des bombes MOP de 30 000 livres, chacune pouvant pénétrer à plus de 60 mètres et frapper à des vitesses dépassant 1000 km/h. Le B-2 est à l'avant-garde de la prochaine phase de l'assaut aérien américain. Dans un instant, nous révélerons précisément ce que les États-Unis ont accompli lors de leur frappe de représailles et ce que l'Iran a perdu jusqu'à présent pendant l'opération Epic Fury. Avant d'aller plus loin, si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à The Military Show. Nous expliquons tout en détail chaque semaine. Quand les B-2 américains ont quitté Whiteman, Missouri, leurs pilotes savaient qu'ils avaient 32 heures d'aller-retour. Le Royaume-Uni a refusé le stationnement avancé, mais cela pourrait évoluer, comme vous le verrez si vous restez avec nous. Les bombardiers ont dû parcourir des milliers de kilomètres, larguer leurs munitions et revenir en un seul voyage. Les États-Unis ont envoyé des KC-135 Stratotankers pour pallier le manque de bases avancées. Ces gros avions ravitaillent en vol, permettant au B-2 de rester dans les airs aussi longtemps que nécessaire. Nous avons dit que le B-2 peut emporter des bombes JDAM de 500 livres et des munitions pénétrantes, mais les États-Unis n'ont pas utilisé ces armes le 1er mars. Souvenez-vous de ce que nous avons dit sur la vulnérabilité des grottes à missiles iraniennes plus tôt dans la vidéo. En détruisant entrées, sorties et fissures, la grotte à missiles devient négligeable. Les États-Unis le savaient. Ils ont donc sûrement équipé les B-2 d'un autre type de JDAM. TWZ suppose qu'il s'agissait de l'ogive BLU-109, équipée du GBU-31 JDAM, qui permet d'obtenir une bombe anti-bunker de 2000 livres. C'est suffisant pour détruire les grottes à missiles iraniennes, ou au moins les ouvertures de lancement, et les entrées des couloirs menant à ces grottes. Il semble que la spéculation de TWZ était correcte. Après le raid du B-2, le CENTCOM a précisé l'armement utilisé par les États-Unis. La nuit dernière, des bombardiers furtifs B-2 américains ont frappé les installations de missiles balistiques renforcés de l'Iran avec des bombes de 2000 livres. Le CENTCOM a affirmé le 1er mars dans un message sur X que la détermination de l'Amérique ne devait jamais être mise en doute, publiant une vidéo de B-2 en vol. La mention de bombes de 2000 livres dans ce message suggère que TWZ avait vu juste en spéculant sur l'utilisation de l'ogive BLU-109. Nous voyons désormais les dégâts causés par les B-2 américains. Des images satellites révèlent l'état des grottes à missiles visées par les États-Unis. Partagée par Brady Afrique sur X, une série de photographies montre que la base de missiles de Tabriz Nord en Iran a été détruite par les B-2. Les photos illustrent exactement les entrées de tunnels effondrés évoquées plus tôt, ce qui suffit à rendre de nombreuses bases inopérantes. Newsweek indique que les États-Unis auraient aussi neutralisé un radar sur la base aérienne de Zahedan en Iran, sans qu'on sache si cela a été fait par les B-2 ou si le radar a été détruit. Lors de la première vague d'attaques contre l'Iran, les États-Unis et Israël ont mené plus de 2000 frappes. La source indique que les bunkers de drones et missiles de croisière iraniens à Konarak ont été détruits. C'est la destruction méthodique de la seule menace majeure que l'Iran représente pour les États-Unis. L'Iran a lancé des missiles sur des bases américaines. Les États-Unis et leurs B-2 ont largement neutralisé ces missiles. Mais au-delà de cela signifie désormais que les États-Unis peuvent poursuivre avec d'autres frappes menées par leurs moyens embarqués sur porte-avions. Les missiles balistiques iraniens menaçaient les porte-avions américains stationnés dans le golfe Persique. Alors que les États-Unis neutralisent la menace des missiles iraniens, ces porte-avions peuvent se positionner plus près du territoire iranien, ce qui accélère le rythme des frappes que les États-Unis peuvent effectuer. Afterburner estime que des F-22 ont sans doute ouvert la voie aux B-2 américains, en neutralisant probablement les défenses aériennes et en créant des couloirs sûrs. Suite à l'effondrement des grottes à missiles iraniennes, les F-18 de l'USS Abraham Lincoln devraient désormais décoller toutes les 30 minutes pour détruire davantage de cibles militaires clés en Iran. Israël s'est engagé et profitera de la destruction des grottes à missiles par l'Amérique.
Afterburner ajoute 200 avions de chasse, des F-35, des avions de guerre électroniques israéliens personnalisés, des F-15 d'Israël, des F-15E des États-Unis. Tout cela viendra s'ajouter à quelque chose appelé Luka, qui est un drone d'attaque unidirectionnel, comparable à une version améliorée du Shahid 136 iranien. Donc si l'Iran pensait que le pire était passé après le vol des B-2, il se trompe lourdement. Bien plus arrive. Nous reviendrons sur ce sujet dans quelques instants. Mais avant cela, résumons la situation de l'Iran, telle qu'elle se présente actuellement. Il serait inexact d'affirmer que l'Iran a totalement perdu la capacité de lancer des missiles sur les États-Unis, Israël ou d'autres cibles. On ne sait pas exactement ce que les B-2 américains ont détruit. Il faut donc plus d'informations pour évaluer la réelle faiblesse des capacités de missiles de l'Iran. Le régime iranien en déclin doit maintenant faire face à la perte de sa menace de missiles. Nous avons dit plus tôt que les missiles constituent la colonne vertébrale de la menace offensive que l'Iran représente pour les États-Unis. Selon le New York Times, on estime que l'Iran possède plus de 3000 missiles dans ses stocks, bien que certaines estimations affirment que le pays prévoyait d'augmenter ses stocks jusqu'à 8000 d'ici la fin de 2027. Immédiatement, les bombardiers B-2 américains ont forcé l'Iran à freiner ses plans. L'Iran tente de produire des dizaines de missiles par mois, selon le New York Times, mais chaque frappe américaine ou israélienne est destinée à ralentir cette production. Ajoutez à cela que l'Iran utilise des missiles depuis les sites de lancement de plus en plus rares qu'il lui reste, et vous obtenez aussi un pays qui puise dans des stocks qu'il essaie de reconstituer. Certains missiles iraniens peuvent sérieusement menacer les intérêts américains au Moyen-Orient, selon la Fondation pour la défense des démocraties, qui en souligne plusieurs modèles puissants, y compris le Sagil 2, qui a une portée de 2000 km, soit environ 1240 miles, et le Khorram Shah, qui peut parcourir entre 2000 et 3000 km, soit entre 1240 et 1864 miles. Ce sont ces types de missiles que les bombardiers B-2 américains ont tenté d'éliminer avec leur série de frappes dévastatrices, et il semble que cela ait fonctionné. Le New York Times indique que des responsables israéliens affirment que l'opération Fureur épique, combinée à l'opération israélienne Lion rugissant, a déjà neutralisé près de la moitié des capacités de missiles de l'Iran. En plus des frappes aériennes menées contre l'Iran par les États-Unis et Israël en juin 2025, ces opérations les plus récentes ont contribué à la destruction d'environ 200 lanceurs de missiles balistiques iraniens, ainsi qu'à la mise hors service de plusieurs dizaines d'autres, selon le responsable. Ainsi, à chaque frappe supplémentaire menée par les États-Unis, il est possible que nous voyions bientôt les B-2 reprendre leur envol. Les capacités de missiles de l'Iran s'effondrent, tout comme son régime. Les chiffres préliminaires rapportés par Al Jazeera dans son suivi en direct de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël suggèrent qu'au moins 555 personnes ont été tuées à travers l'Iran. Parmi eux se trouve la cible la plus précieuse du pays en matière de changement de régime, le guide suprême, Ali Khamenei, lui-même. Après une journée de spéculation sur la mort du chef du régime iranien lors des frappes aériennes massives qui pilonnent son pays, Al Jazeera a annoncé, le 28 février, que la télévision d'État iranienne confirmait le décès de Khamenei et instaurait 40 jours de deuil. Khamenei n'a même pas vécu assez longtemps dans le conflit qu'il a déclenché pour voir les B-2 américains anéantir les bases de missiles iraniennes. Il laisse l'Iran devant la question de sa direction, alors que bombes et missiles tombent toujours. Afterburner signale qu'un conseil intérimaire de 3 membres a été formé pour désigner le successeur de Khamenei. Ce conseil fait face à un grave problème, car les frappes américaines démantèlent la structure du régime iranien. Pour chaque dirigeant envisagé, il se peut très bien qu'une bombe ou un missile soit déjà en route et puisse éliminer ce dirigeant potentiel. Les Iraniens célèbrent, même si l'État leur ordonne de faire le deuil. L'un de ces Iraniens, un ingénieur nommé Massoud Godarat Abadi, qui a déménagé aux États-Unis à l'âge de 27 ans pour fuir le régime de Khamenei, a déclaré à CNBC « Khamenei est mort. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est un jour glorieux pour l'Iran. Je pense que sa mort pourrait ouvrir un nouveau chapitre pour notre nation. J'espère qu'à terme, ce moment sera porteur de changement. » Cependant, la perte de Khamenei n'entraîne pas automatiquement un changement de régime en Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique reste actif, bien qu'il s'affaiblisse de jour en jour, alors que de plus en plus de missiles et de bombes américains et israéliens frappent au cœur de l'Iran. Pour aggraver la situation de cette force désorientée, un autre pays va s'impliquer dans le conflit. Comme mentionné plus tôt, le Royaume-Uni a refusé aux États-Unis l'usage de ses bases au Moyen-Orient pour les bombardements des B-2 américains. Cela ne se reproduira plus. Le 1er mars,
Le Premier ministre britannique Sir Starmer a annoncé que les États-Unis pourraient utiliser les bases britanniques pour de futures frappes contre des sites de missiles iraniens. Cela ne signifie pas que le Royaume-Uni enverra ses avions dans la mêlée. Il s'agit simplement d'ouvrir la RAF Fairford dans le Gloucestershire et Diego Garcia dans l'océan Indien aux États-Unis. C'est positif pour l'Amérique. Elle n'aura pas à risquer autant ses ravitailleurs lors de futures missions de B-2. Les pilotes de B-2 américains pourraient prendre plus de temps pour viser précisément, au lieu d'agir rapidement lors de missions de 32 heures. Donald Trump a déclaré que l'Iran a des issues de secours s'il estime avoir été suffisamment puni dans les prochains jours. Dans une interview à Axios, le président américain a dit « Je peux faire durer et tout contrôler, ou finir en 2-3 jours et dire aux Iraniens « On se revoit dans quelques années, si vous relancez vos programmes nucléaires et de missiles. » En d'autres termes, l'Iran n'a qu'une seule option, mettre fin à ses ambitions d'armes nucléaires. L'Iran va-t-il saisir la porte de sortie? Sinon, ce pourrait n'être que la première de nombreuses fois que nous signalons que des B-2 ont neutralisé les missiles du régime iranien. Combinée à la force des porte-avions américains et d'Israël, la puissance aérienne déployée contre l'Iran pourrait détruire définitivement son régime déjà fragile. Ils n'ont plus de marine, elle a été anéantie. Voici les mots du président américain Donald Trump le 3 mars. Après 48 heures, qui avaient complètement détruit la flotte navale iranienne, l'Iran a défié les États-Unis. C'était une erreur. Des bombes et missiles ont été lancés, anéantissant la flotte iranienne en 2 jours. C'est historiquement catastrophique pour l'Iran, et cela ne fera qu'empirer pour un régime qui s'effondre sous nos yeux. Après les frappes américaines et israéliennes éliminant une grande partie de la direction iranienne, l'Iran a répliqué en attaquant plusieurs bases militaires américaines. D'accord, on dit les États-Unis. Nous voyons vos attaques contre nos bases et allons surenchérir en détruisant toute votre flotte. Les Tomahawks américains ont submergé toute stratégie de la marine iranienne. Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'Iran a perdu 11 de ses navires de guerre ainsi que plusieurs de ses sous-marins d'attaque. Les États-Unis ont déclenché une puissance de feu dévastatrice, rappelant au régime iranien chancelant que toute tentative sera confrontée à une riposte américaine encore plus dévastatrice. Dans quelques minutes, nous allons expliquer comment les États-Unis ont paralysé toute la marine iranienne en 48 heures. Avant cela, examinons de plus près les résultats. On peut résumer cela en 7 mots. Le golfe d'Oman a été vidé. Selon le commandement central des États-Unis, CENTCOM, qui s'est exprimé sur X, voici ce qu'il a accompli en 2 jours. Il y a 2 jours, le régime iranien comptait 11 navires dans le golfe d'Oman. Aujourd'hui, il n'en reste aucun. Le régime iranien a harcelé et attaqué la navigation internationale dans le golfe d'Oman pendant des décennies. Cette époque est révolue, a déclaré CENTCOM. Un indice explique pourquoi les États-Unis ont ciblé la marine iranienne. Nous y reviendrons plus tard. La grande nouvelle, c'est que certains des navires de guerre iraniens les plus importants sont hors service quelques jours après le début des hostilités, ruinant la posture navale de l'Iran en un instant. Et nous n'avons pas besoin de croire CENTCOM sur parole. Des photographies satellites commencent déjà à apparaître, montrant l'ampleur des dégâts causés par les frappes américaines. L'Iris Makran, premier navire de soutien avancé iranien, est hors service après avoir été frappé à quai, à Bandar Abbas, selon les médias navals. Et cela signifie que les États-Unis ont détruit ce qui était autrefois un pétrolier, mais qui est depuis devenu un navire militaire capable de soutenir des opérations héliportées. Avec un déplacement de 120 000 tonnes, l'Iris Makran faisait partie des plus grands navires de la région du Moyen-Orient. Désormais, des images satellites montrent des incendies au quai et de la fumée provenant du centre du navire de guerre. Une corvette de classe Jamaran stationnée à un quai à Chabahar a aussi été neutralisée. Elle était dotée de missiles anti-navires, sol-air et de torpilles. Ce type de navire devait être central dans la stratégie navale iranienne. L'Iran en a 6, dont un actuellement bloqué à la base navale de Konarak, dégageant de la fumée. La liste est longue. Le Télégraphe rapporte que des images satellites de Planet Labs montrent que la région de Bandar Abbas, où au moins 11 navires de guerre iraniens étaient encore amarrés, le 22 février est désormais couverte d'une épaisse fumée noire après les bombardements américains. Les restes de l'Iris Makran apparaissent sur les photos publiées par le Télégraphe. Cependant, le coup le plus dur a visé le meilleur navire de guerre iranien, l'Iris Shahid Bagheri. L'Iris Shahid Bagheri, navire iranien le plus proche d'un porte-avions, est au cœur de la menace mobile de drones iranienne. Appelé vaisseau mère par Wion, ce navire a été utilisé par l'Iran pour lancer des drones contre les bases américaines et les pays du Golfe dès le début de la campagne américaine contre l'Iran.
Comme l'Iris Makran, l'Iris Shahid Bagheri était à l'origine un navire commercial converti en navire de guerre par l'Iran, illustrant peut-être pourquoi la marine iranienne ne répond pas tout à fait aux besoins du régime. Voici comment des armes de guerre peuvent frapper des navires commerciaux militarisés, comme nous l'avons vu ces 48 dernières heures. Le UK Defense Journal précise que l'Iris Shahid Bagheri a été adapté pour lancer et récupérer des hélicoptères, le rendant plus menaçant que son usage de drone ne le suggère, mais il est désormais détruit. C'est le premier porte-avions coulé depuis la Seconde Guerre mondiale, affirme Riley de Capi Army lors de sa couverture de l'attaque américaine contre les navires iraniens. C'est sans doute exagéré, surtout quand on compare l'Iris Shahid Bagheri aux porte-avions américains comme l'USS Abraham Lincoln, acteur clé de cette histoire. Ce navire de guerre, l'un des meilleurs de l'Iran, a été perdu, ce qui porte un coup dur à la stratégie iranienne de lancer des drones contre les bases et navires américains. Sous le choc, le régime iranien se demandait comment la situation pourrait empirer pendant 48 heures de destruction américaine. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé. Le Télégraphe rapporte que les forces américaines ont presque totalement détruit le QG de la flotte navale iranienne à Bandar Abbas, tandis qu'Ali Shamkhani, amiral du CGRI, a été tué dans une frappe aérienne israélienne. L'Iran a donc perdu toute sa flotte dans le golfe d'Oman. Son quartier général naval a été dévasté, et l'un de ses principaux amiraux repose sous terre. Ce n'est pas seulement mauvais pour l'Iran, c'est historiquement catastrophique. Des Iraniens d'un certain âge ressentiront un fort sentiment de déjà-vu. L'Iran a déjà connu cela, voyant les États-Unis paralyser toute sa flotte sans pouvoir agir. Cela rappelle l'opération Mante religieuse, mais avec une différence majeure que nous allons expliquer si vous restez. À la fin des années 1970 et début 1980, l'Iran attaquait régulièrement les États-Unis. En 1979, des révolutionnaires iraniens ont pris 52 Américains en otage et les ont retenus pendant 444 jours. Les États-Unis ont lancé la mission de sauvetage Desert One, qui a échoué de façon catastrophique et a coûté la vie à 8 membres des forces armées américaines. En 1983, un kamikaze iranien a tué 241 marines et marins américains à Beyrouth. Et 4 ans plus tard, les États-Unis ont subi une nouvelle humiliation au Moyen-Orient, lorsqu'un avion de chasse irakien a attaqué l'USS Stark, tuant 37 marins américains d'Emi. Puis est arrivé le 18 avril 1988. L'opération Praying Mantis a été lancée. En quelques heures, les États-Unis ont détruit 2 plateformes pétrolières iraniennes, un bateau lance-missiles, 2 frégates et 3 vedettes armées. En quelques heures, la moitié de la marine iranienne avait été paralysée, lors du coup le plus dur porté à une marine qui existait depuis le premier empire perse, il y a plus de 2500 ans. Notez le mot « était ». L'opération Praying Mantis paraîtra dérisoire face à ce qui vient d'arriver à la marine iranienne. Voici la surprise. Les Iraniens plus âgés, avec un sentiment de déjà-vu, se demanderont aussi comment cela a pu arriver. L'Iran se prépare à ce type d'affrontement avec les États-Unis depuis l'opération Praying Mantis. Cette journée a entraîné la réécriture complète de la doctrine navale iranienne pour éviter une humiliation similaire à celle des années 1980. Ils ont élaboré un plan pour submerger les navires américains avec des essaims de vedettes rapides, explique Capi Army, ajoutant qu'ils prévoyaient de tirer des missiles anti-navires depuis la terre contre les forces américaines. Ils avaient pour stratégie d'utiliser leurs sous-marins pour tendre des embuscades aux navires américains. Ne pouvant rivaliser avec la puissance navale des États-Unis, l'Iran a adopté une stratégie asymétrique en couches pour permettre à ses vedettes rapides d'attaquer. Les vedettes entraient et sortirent de portée, tirant au passage. Pendant ce temps, sous-marins et missiles iraniens pilonnaient tout ce que les États-Unis envoyaient vers l'Iran. Pourtant, rien ne s'est passé comme l'Iran l'espérait. Et la raison en est que l'Iran s'était préparé à une attaque comme l'opération Praying Mantis, mais les États-Unis ont livré quelque chose de totalement différent. Avant d'aller plus loin, si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à The Military Show. On analyse tout chaque semaine. Le principal problème de l'Iran lors du Blitz de 48 heures de la marine américaine fut de ne pas anticiper les tactiques spéciales des États-Unis. Une doctrine navale des années 1990, conçue contre la menace, ayant détruit la marine iranienne à la fin des années 80, ne pouvait jamais fonctionner. L'Iran s'était préparé à ce qui équivalait à un combat de navire à navire, là où ses vedettes rapides d'attaque auraient eu une chance de briller. Le régime iranien croyait que sa marine pourrait confiner les navires américains, beaucoup plus grands, dans des eaux étroites comme le détroit d'Ormuz, que nous évoquerons bientôt. Coincés dans ces eaux,
Les navires américains deviendraient des cibles faciles pour les missiles de vedettes rapides, les torpilles de sous-marins et les drones lancés depuis les porte-avions improvisés iraniens. Mais en 2026, les États-Unis savaient ce que l'Iran allait faire. Grâce à la surveillance continue par drone et à d'autres renseignements, les États-Unis savaient toujours où étaient les bateaux iraniens. Les navires de guerre iraniens n'ont pas pu s'approcher de ce que les États-Unis ont envoyé dans la région du Golfe Persique, car la technologie militaire, aussi surprenant que cela ait pu paraître pour l'Iran, a progressé depuis les années 1990, la stratégie américaine aussi. L'Iran s'est retrouvé désavantagé, et les États-Unis ont répondu « Allez vous faire voir », refusant de jouer au jeu des vedettes rapides. Leur stratégie fut simple et dévastatrice. Détruire la flotte iranienne en utilisant des missiles Tomahawk lancés de si loin que toute la stratégie navale de l'Iran ne pourrait même pas sortir du port. Les États-Unis ont utilisé les missiles anti-navires attendus par l'Iran lors de l'opération Mante religieuse. En 2026, lors de l'opération Fureur épique, les États-Unis ont lancé des missiles Tomahawk contre la marine iranienne. Ces missiles ont une portée de tir bien plus longue que tout ce à quoi l'Iran s'attendait de la part des États-Unis, ce qui signifie que les navires de guerre et les plateformes utilisées pour les lancer ne se retrouvent jamais à portée des navires de guerre iraniens. L'Iris Makran a été victime de cette même stratégie. Des missiles Tomahawk tirés à des centaines de kilomètres ont frappé le navire successivement. Et à une telle cadence que quelles que soient les défenses que l'Iran avait installées sur le navire, elles n'ont jamais eu la moindre chance d'arrêter ce que les États-Unis ont déclenché. Ces Tomahawks ont sans doute été tirés par des destroyers classe Ali Burke, face auxquels l'Iran prévoyait d'utiliser ses vedettes rapides. Et avec leur portée de 1600 km, soit environ 1000 miles, ces missiles étaient la seule chose que les navires de guerre iraniens à l'arrêt ont vu avant d'être détruits. L'Iran attendait les navires de guerre américains pour appliquer sa doctrine navale. Il a essuyé une pluie de missiles puissants, la marine iranienne a coulé sans voir les navires tireurs, puis il y a eu la suite, expliqué par Max Afterburner dans son analyse. Sur ces 48 heures de fureur épique de l'Amérique, il dit « La marine iranienne a surtout servi de cible, encaissant des Tomahawks, puis les F-35 sont arrivés, sans doute avec des bombes JDAM pour un nettoyage précis. » C'était une stratégie de génie de la part des États-Unis. Elle a déjoué les attentes de l'Iran en frappant les navires de guerre iraniens à distance. Et lorsque ces navires étaient déjà en plein chaos, les États-Unis se sont rapprochés de manière que l'Iran n'aurait jamais imaginée. Ce n'était pas une bataille navale, mais la destruction d'une force créée pour contrer une menace que les États-Unis n'avaient jamais eu l'intention de constituer. Cela a conduit les États-Unis à neutraliser toutes les tactiques de l'Iran en 48 heures. L'US Naval Institute, ou USNI, révèle que les États-Unis se préparent depuis des années aux tactiques navales iraniennes, menant ainsi une campagne destructrice contre la marine iranienne. L'Iran a montré sa force navale asymétrique, missiles, sous-marins de poche, mines et batteries anti-navires, dans ses menaces de fermer le détroit d'Ormuz ces dernières années. Les forces navales américaines, dont les hélicoptères Seahawk avec missiles Hellfire sur l'Abraham Lincoln, sont prêtes à contrer ces menaces de type essaim, selon l'USNI. La mention du détroit d'Ormuz nous ramène à ce que nous avons évoqué concernant la stratégie de l'Iran, visant à resserrer l'étau autour des navires de guerre américains, et pourquoi tout cela s'est effondré pour le régime. Cependant, ce que nous voyons actuellement n'est peut-être pas exactement ce que vous pensez voir. En apparence, la tempête de feu américaine, Tomahawk Fury, semble viser à détruire militairement l'Iran. Ce n'est pas totalement exact. Selon le docteur Andreas Böhm, expert du Moyen-Orient à l'université de Saint-Gall en Suisse, Böhm déclare au Télégraphe: comparé à la grande armada de Donald Trump, leur marine est un nain. Il ajoute: elle a été affaiblie par les sanctions, son matériel est obsolète. Et si vous regardez par exemple la force aérienne, la plupart des avions datent de l'époque du Shah et ont été fabriqués aux États-Unis. Ils sont vraiment vieux. En d'autres termes, l'Iran est loin d'être aussi puissant qu'il le prétend, que ce soit sur le plan naval ou aérien. Donc, ce que les États-Unis viennent de faire n'avait pas vraiment pour but d'affaiblir l'armée iranienne, simplement parce que cette armée et sa marine n'ont jamais réellement représenté une menace pour les États-Unis à la base. Ce que les 48 heures de frappes américaines visaient réellement, c'était de s'assurer que le détroit d'Ormuz puisse être rouvert aussi rapidement que possible, après que l'Iran a tenté de tout fermer dans les premières heures de l'opération Epic Fury. Les États-Unis, comme la plupart des pays, ont besoin que ce détroit reste ouvert. Cela s'explique par l'importance du détroit d'Ormuz comme voie de transit majeure. Selon Böhm, l'Iran pourrait ne pas constituer une menace cinétique majeure pour les États-Unis. Ils peuvent mener une guerre asymétrique, comme on le voit dans le détroit d'Ormuz, où les assurances ont flambé et les entreprises évitent d'envoyer leurs navires.
Concernant le pétrole brut, le Guardian rapporte qu'environ 20% de tous les transports de pétrole brut doivent passer à un moment donné par le détroit d'Ormuz. Environ 12,5% de tout le pétrole utilisé par les pays du continent américain transite par le détroit, ce qui est peu comparé aux 45,7% du pétrole que la Chine reçoit, des pétroliers qui passent par le détroit d'Ormuz. Ce seul passage maritime constitue une industrie valant plusieurs milliards de dollars, et l'Iran tente d'en profiter en utilisant sa marine pour exercer une pression sur le seul levier dont il dispose dans ce conflit. Ebrahim Jabari, qui est un conseiller principal du commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, l'a clairement indiqué le 2 mars lorsqu'il a déclaré « Le détroit est fermé. Si quelqu'un tente de passer, les héros des gardiens de la révolution et de la marine incendieront ces navires. » Jabari a aussi déclaré que l'Iran attaquera bientôt les oléoducs et affirme que le pétrole atteindra $200 le baril. C'est de la surenchère, mais ces affirmations ont une part de légitimité vu le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Cependant, ce contrôle requiert des navires de guerre, même s'il s'agit seulement des vedettes rapides déployées par l'Iran. Les États-Unis ont retiré ces navires de l'équation. Pourtant, jusqu'à présent, les tentatives de l'Iran de bloquer le détroit d'Ormuz ont été couronnées de succès. Capi Army indique que malgré des navires tentant de passer discrètement, le nombre de transits dans le détroit a chuté de 80%. Capi Army précise que c'était toujours leur principal levier géopolitique pour causer un maximum de douleur aux marchés mondiaux. En retirant ce levier, les États-Unis enlèvent également le dernier espoir qu'il restait à l'Iran de sortir vainqueur de la guerre. Ce n'est pas ce que diraient les propagandistes iraniens. Ils ont déjà affirmé que l'Iran avait déclenché une pluie de missiles balistiques contre l'USS Abraham Lincoln, une affirmation que les États-Unis ont rapidement démentie en publiant des photos de ce porte-avions toujours bien opérationnel. L'Iran a également lancé environ 400 missiles et 1000 drones contre des États du Golfe comme le Qatar et les Émirats arabes unis. Mais, comme le note Capi Army, ce chiffre impressionnant reste bien en dessous de ce que l'Iran a lancé après l'opération Midnight Hammer, à l'été 2025, où les États-Unis et Israël ont détruit une grande partie des infrastructures nucléaires iraniennes. Tout cela commence à donner l'impression que ce que nous voyons en ce moment, c'est l'ultime souffle d'un régime qui tente de projeter sa puissance, alors que tout ce qu'il a construit s'effondre. La doctrine navale iranienne a échoué. Pire, elle était si défaillante qu'elle n'avait pas envisagé que les États-Unis puissent attaquer la flotte iranienne autrement qu'avec des missiles anti-navires. Quand les États-Unis ont changé un élément de la stratégie attendue par l'Iran, les navires de guerre iraniens étaient condamnés. Et pour aggraver la situation pour l'Iran, les États-Unis ne font que commencer. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré le 2 mars aux journalistes que la situation actuelle de l'Iran n'est rien comparé à ce qui l'attend. Rubio a déclaré que les frappes les plus dures de l'armée américaine sont à venir, ajoutant que les États-Unis ont agi jusqu'ici pour éliminer la menace imminente de l'Iran. Maintenant, nous voyons des fronts s'ouvrir partout au Moyen-Orient, alors que les supplétifs de l'Iran, comme les Houthis, passent à l'attaque. Mais pour le régime iranien, les dégâts ont déjà été infligés à une marine dont on s'attendait à ce qu'elle oppose bien plus de résistance qu'elle ne l'a fait. L'Iran croyait anticiper les actions des États-Unis, mais en 48 heures, ces derniers ont brisé sa doctrine navale et sont en bonne voie pour lui retirer un de ses principaux leviers dans ce conflit. Et au cœur de Moscou, il y a un homme qui observera tout ce qui se passe avec un niveau de détresse croissant. Le président russe Vladimir Poutine sait que la chute du régime iranien est une mauvaise nouvelle pour la Russie. L'Iran a passé 47 ans à construire sa force aérienne. Il n'a pas bâti une force puissante, mais il a conçu un moyen, selon lui, de garder de petites zones de supériorité aérienne sur son territoire. Mais cela ne s'est pas produit. En seulement 24 heures, les États-Unis ont anéanti toute la force aérienne iranienne. Elle a disparu, évaporée. Une campagne de choc a rendu l'idée de voler pour un pilote iranien suicidaire. Et il n'y a rien que l'Iran puisse faire à ce sujet. Les images révèlent tout. Partagée par Max Afterburner, une vidéo du commandement central américain montre l'une des nombreuses frappes américaines contre la flotte vieillissante d'avions iraniens. Stationné, morne et seul sur un aérodrome, le chasseur iranien est détruit en un clin d'œil. Cela se répète en Iran. Chaque base aérienne touchée par les États-Unis voit des appareils iraniens partir en flammes. On en est au point où l'Iran n'a presque plus d'options aériennes et ne peut envoyer d'avions contre la puissance américaine. Ces rares appareils capables de résister ont disparu. Ne restent que les vestiges d'une force aérienne très en retard. Nous allons expliquer pourquoi dans quelques minutes. Avant cela,
Afterburner explique la situation actuelle de la force aérienne iranienne. Elle a été totalement démantelée, avec des frappes sur des bases comme Tabriz, selon Afterburner. On dirait qu'ils détruisent encore plus de F-4 Phantom de Su-22, principalement des avions d'attaque au sol qui sont en train d'être anéantis. Des F-14 Tomcat, des F-5 Tiger et des sites de drones sont détruits avant qu'on puisse réagir. Plus rien ne peut décoller à ce stade. Heroteam ajoute que l'armée de l'air israélienne a confirmé avoir détruit un F-4 iranien, ainsi qu'un F-5 sur la base de Tabriz, alors que chaque appareil se préparait à décoller. Même les pilotes iraniens prêts à une mission suicide contre les États-Unis et Israël n'ont pas été très loin. Les États-Unis et Israël ont aussi visé les installations soutenant le décollage des appareils. Des images satellites révèlent des bunkers de stockage détruits sur la base de Konarak et un système radar anéanti à Zahadar. Il ne s'agissait pas de frappes aléatoires. Les États-Unis et Israël ont coordonné leurs actions pour neutraliser la puissance aérienne iranienne avant même qu'elle n'ait la chance de se manifester. Vous aurez remarqué que les avions détruits par les États-Unis seraient jugés anciens par les normes militaires actuelles. Mais ces appareils sont les meilleurs dont dispose l'Iran, et ils sont systématiquement détruits par une campagne de bombardement américano-israélienne qui a déjà atteint l'objectif le plus important pour l'opération conjointe Fureur épique et Lion rugissant, obtenir la supériorité aérienne totale. Selon le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, les États-Unis ont suivi l'exemple d'Israël pour frapper l'Iran il y a quelques jours, et que l'ampleur de ces frappes a dévasté l'armée de l'air iranienne. Les frappes américaines ont permis d'établir la supériorité aérienne locale. Cette supériorité aérienne renforcera la protection de nos forces et leur permettra de poursuivre le travail au-dessus de l'Iran, affirme Kane. Pour y parvenir, les États-Unis ont dû éliminer les appareils iraniens et détruire les défenses aériennes. Petit indice, ils l'ont déjà fait. Nous aborderons plus tard la situation de la défense aérienne de l'Iran. Les bombardements américains sur les bases aériennes iraniennes ont été si efficaces qu'aucun pilote iranien n'a décollé. L'Iran n'a tenté aucune sortie habitée en 4 jours de guerre, et tout pilote qui décollerait maintenant se lancerait dans une mission suicide vu l'âge de leurs appareils et la supériorité aérienne américaine. Les pilotes de chasse iraniens savent aussi qu'il serait suicidaire d'affronter un F-Queen's Strike Eagle, un F-16, un F-Dix-8 ou un F-35, explique Afterburner. La campagne de bombardement américaine a été si efficace en seulement 24 heures que ce qui était autrefois une flotte d'environ 400 avions iraniens a été réduit à environ 200. En d'autres termes, la faible menace aérienne que l'Iran aurait pu représenter dans le ciel a été réduite de moitié avant même qu'un seul de ses appareils ne puisse décoller. Et il semble probable que les États-Unis aient concentré la majeure partie de leurs tirs sur les avions qui auraient pu représenter une menace, ce qui laisse à l'Iran une force aérienne, qui n'est guère plus qu'une collection d'appareils mal entretenus, construits il y a des décennies. Voilà à quoi ressemble la domination aérienne, et les États-Unis avaient tout planifié bien à l'avance. C'est ce qu'affirme Business Insider, qui révèle que les États-Unis et Israël ont fait bien plus que lancer des missiles et des bombes sur l'Iran depuis leurs avions de chasse lors des premières heures de la guerre. Les deux ont été bien plus intelligents que cela. Ils savaient que, malgré la menace limitée des chasseurs iraniens, pénétrer sans préparation rendrait leurs avions supérieurs vulnérables. Le média relaie aussi d'autres propos de Kane, affirmant que la campagne américaine contre l'Iran, démarrée le 28 février, avait débuté par des effets non cinétiques, perturbant et aveuglant la capacité iranienne à voir, communiquer et réagir. Les États-Unis et Israël ont mené des cyberattaques et des opérations spatiales, paralysant l'armée de l'air iranienne des heures avant le décollage des premiers chasseurs américains vers Téhéran. Kane indique que l'approche initiale non cinétique des États-Unis a ciblé l'ensemble des infrastructures clés de l'Iran, dont ses sites de commandement, missiles balistiques et renseignements, pour les étourdir et les désorienter. Cela a fonctionné. Avant même que l'Iran ne comprenne ce qui se passait, jusqu'à la moitié de ses appareils avaient été détruits, et les défenses aériennes censées les protéger, ainsi que d'autres points militaires clés, avaient complètement échoué à abattre ne serait-ce qu'un seul avion américain ou israélien. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio affirme que les États-Unis ont agi de façon proactive et défensive lors des premières frappes, et que l'Iran doit se préparer à des frappes américaines encore plus sévères. C'est la dernière chose que le régime iranien veut entendre. En examinant les débris de ses avions de chasse et autres appareils détruits, la perspective d'en perdre d'autres, alors que l'Iran est presque sans défense aérienne, est terrifiante. L'Iran se demandera comment tout cela a pu arriver. Comment ces plans soigneusement élaborés pour vaincre les États-Unis se sont-ils effondrés aussi rapidement? Il y a deux réponses à cette question. L'une concernant les défenses aériennes de l'Iran,
et l'autre qui entre dans les détails sur l'état de la force aérienne que le pays avait construite. Nous verrons la deuxième réponse plus tard, mais pour la défense aérienne, la situation de l'Iran est sans appel. Son réseau de défense aérienne a totalement échoué face aux frappes combinées des États-Unis et d'Israël. Et c'est pourquoi des dizaines, voire même des centaines d'appareils iraniens ne sont plus aujourd'hui que des cratères dans le sol. Le président américain Donald Trump a déjà déclaré que les défenses aériennes de l'Iran ont disparu, tout comme sa marine, son armée de l'air et la majeure partie de sa structure dirigeante. Trump affirme également que la capacité de missiles de l'Iran est en train d'être réduite, ce qui inclut vraisemblablement aussi les missiles qui auraient été tirés par les systèmes de défense aérienne du pays. Nous avons eu un impact très fort. Presque tout ce qu'ils avaient a été détruit. Leur stock de missiles baisse, a déclaré Trump le 3 mars. Dan Kane a souligné ce point, en parlant de la supériorité aérienne des États-Unis, observant que les défenses aériennes iraniennes sont si affaiblies que les pilotes américains peuvent survoler l'Iran presque sans risque. On observe déjà cela dans la nature des appareils américains entrant en Iran. Asia Times indique que les États-Unis envoient désormais des bombardiers B-1 lancés en Iran pour des frappes aériennes, plutôt que les bombardiers furtifs B-2 Spirit envoyés plus tôt dans le conflit. Cela montre que on est désormais sûr que les missiles solaires longue portée iraniens ne sont plus la principale menace pour les avions non furtifs sur certains couloirs, selon Outnet. Les États-Unis et Israël visent désormais à détruire un maximum de tracteurs érecteurs-lanceurs iraniens, pour réduire davantage ses capacités de défense aérienne. Des défenses aériennes affaiblies offrent plus d'opportunités aux bombardiers et chasseurs américains, ce qui entraînera presque inévitablement la perte de nouveaux appareils iraniens, en plus de ceux déjà détruits en 24 heures par les États-Unis. Il faut se demander comment les défenses aériennes iraniennes ont pu échouer aussi gravement dès le début. Nous y reviendrons dans un instant, mais d'abord, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de cliquer sur ce bouton. Revenons aux défenses aériennes défaillantes de l'Iran. Les États-Unis ont lancé une campagne non cinétique avant leur frappe, neutralisant probablement une grande partie des défenses iraniennes. Mais Army Technology montre que d'autres raisons expliquent l'échec total de ces défenses à remplir leur unique mission. Le média rapporte les opérations agressives dans le spectre électromagnétique que les États-Unis et Israël ont déployées, ce qui aurait désactivé les radars de défense aérienne iraniens afin qu'ils ne puissent pas détecter les appareils et les projectiles arrivant. Cette méthode a été associée à une approche plus cinétique, avec répartition des rôles entre les États-Unis et Israël. Les États-Unis ont géré les frappes contre les défenses aériennes, les centres de commandement et l'infrastructure militaire et logistique de l'Iran. Israël a visé les lanceurs de missiles balistiques et la direction iranienne. La tâche a été facilitée sur le front de la défense aérienne, car le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, avait gardé environ 100 systèmes, mais manquait probablement de missiles pour les utiliser pleinement. Un autre problème de la défense aérienne iranienne est l'utilisation massive de systèmes copiés dans son réseau. L'Iran détient des systèmes de défense aérienne russes et chinois, mais la majorité sont des copies rétro-conçues, selon Army Technology. Par exemple, le Bavar 373 de l'Iran n'est qu'une imitation bon marché des systèmes S-300, que l'Ukraine détruit en grande quantité dans sa guerre contre la Russie. Le Yazara de l'Iran n'est qu'une version rétro-conçue du QG-7 chinois, et on peut en dire autant du système Zubin iranien. Ce que nous voyons ici, c'est que l'Iran a essayé de s'opposer à deux des forces aériennes les plus puissantes du monde, avec un réseau de défense aérienne rempli de copies médiocres des technologies d'autres pays. Cela s'est passé exactement comme on pouvait s'y attendre. À présent, Afterburner affirme que les États-Unis ont obtenu la supériorité aérienne en Iran suite aux échecs de la défense aérienne. Maintenant, l'objectif de l'Amérique doit être de conserver cette supériorité, car il existe certains systèmes de missiles solaires qui sont toujours opérationnels, selon Afterburner. Ils sortiront d'une cachette et lanceront un missile. Les États-Unis doivent rester prudents dans les airs. Les défenses aériennes iraniennes sont paralysées, mais pas détruites. Pourtant, elles étaient trop inutiles pour agir face à la campagne éclair de 24 heures des Américains contre la force aérienne iranienne. Il en était de même pour les appareils iraniens, ce qui nous ramène à la deuxième raison pour laquelle tout cela est arrivé à l'Iran. La force aérienne iranienne était trop faible pour rivaliser avec les États-Unis dès le départ. C'était comme si Mike Tyson frappait un vieil homme sans bras, ce que montre l'âge des appareils évoqués au début. Aeroteam entre dans les détails, en notant que la force aérienne éprouvée de l'Iran n'avait aucune chance dès le départ. Le meilleur de ces avions de chasse comprend une flotte de 65 F-4-41, F-14, 35, F-5 et un assortiment d'appareils russes de l'époque soviétique, comme le Su-24 et le MiG-29.
Ajoutez quelques ravitailleurs et avions spéciaux, et c'est tout ce que possédait l'Iran. Le pays ne dispose également d'aucune flotte de détection aérienne avancée, ce qui, combiné à l'échec total de ses défenses aériennes, signifie que le coup de poing de Mike Tyson s'est finalement transformé en un coup bas, porté directement à l'arrière de la tête de l'Iran. Une force aérienne ancienne n'est déjà pas un bon point de départ lorsqu'on affronte les États-Unis. Mais une force aérienne vieillissante qui n'est même pas entretenue, c'est un problème encore plus grave. Il y a environ 400 avions vieillissants qui ont été paralysés par les sanctions et qui manquent de capacités modernes, affirme Afterburner. La force aérienne iranienne comptait au moins 400 avions bien moins aujourd'hui. Mais cela résume bien la situation, car même si les pilotes iraniens étaient assez téméraires pour essayer de prendre l'air avec leurs vieux avions de chasse, ils ne pourraient même pas faire confiance à ces appareils pour fournir les capacités limitées qu'ils sont censés avoir. De nombreux indices laissaient présager cela, avant que les États-Unis ne lancent leur attaque contre la force aérienne iranienne. En mai 2022, Iran International a indiqué que les nombreuses sanctions contre l'Iran avaient causé des accidents dans la force aérienne, entraînant plusieurs morts. 2 pilotes iraniens sont morts sur la base aérienne de Desfoul en juin 2021 à cause de dysfonctionnements soudains de leur siège éjectable, avant même le décollage. Le général de brigade à la retraite Kioumaz Haïdérien, formé aux États-Unis et pilote pour l'armée de l'air iranienne avant et après la révolution de 1979, a clairement expliqué la raison de cet événement. Les accidents surviennent partout, et personne n'a pu les éliminer. Mais avec un équipement complet, leur nombre diminue naturellement, a-t-il affirmé. Autrement dit, sans les pièces pour l'entretien, les sièges éjectables explosent seuls. En juin 2025, le National Interest qualifiait l'armée de l'air iranienne de désastre, soulignant que l'Iran avait fourni d'énormes efforts pour garder quelques vieux avions en vol, mais qu'ils resteraient inefficaces face à une force aérienne moderne. Encore une fois, les sanctions étaient responsables, car l'Iran doit faire face au double problème d'avoir une flotte ancienne et à l'incapacité totale d'entretenir la majorité des avions qui composent cette flotte. Le combat allait donc forcément tourner en faveur de l'Amérique. La raison pour laquelle les pilotes iraniens ne volent pas, c'est qu'ils n'ont pas l'équipement nécessaire. Ils ne l'avaient déjà pas avant que les bombes et les missiles ne soient lancés, et ils ne l'auront plus jamais, maintenant que les rares appareils qui auraient pu être utilisables pour l'Iran ont été détruits. Avant l'attaque américaine, le National Interest estimait que seuls 50 à 60% des 400 avions iraniens étaient opérationnels, les autres servant de pièces détachées, faute de pouvoir en acheter à cause des sanctions. Ce combat était inégal dès le départ. Voilà ce qui arrive, avec une flotte de vieux appareils occidentaux, et un régime hostile à l'Occident. Le régime iranien, qui est d'ailleurs en train de s'effondrer, subit maintenant les conséquences de ses propres choix. C'est mordre la main qui vous nourrit. Avec sa force aérienne détruite, l'Iran n'a plus que quelques options, principalement sans pilote. Il a perdu des millions en appareils lors des frappes américaines, et doit aussi assumer le coût irrécupérable de la formation de pilotes qui ne voleront jamais. Pourtant, les drones iraniens accomplissent plus que ces avions. Al Jazeera rapporte que des centaines de drones iraniens ont ciblé des bases et des points militaires dans plusieurs pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït et les Émirats Arabes Unis. L'agence de presse russe TASS relaie les propos d'un soi-disant expert en aéronefs sans pilote, nommé Dimitri Kouziakin, qui affirme que, comme toujours, l'économie est la principale arme de toute guerre, et ici elle est du côté de l'Iran. L'Iran peut indéfiniment modifier la guerre grâce à ses drones. Cela paraît exagéré. Les États-Unis dépensent bien plus que le coût de fabrication d'un drone pour des missiles de défense aérienne comme ceux des systèmes Patriot. Mais si l'on parle d'économie, le fait de combiner les sanctions existantes à la destruction des moyens de production de drones iraniens par les missiles coûteux des États-Unis et d'Israël suggère que la stratégie de l'Iran, qui repose sur les drones, pourrait avoir une durée de vie plus courte que ce que suggère l'analyste russe. Ah, et ce n'est pas comme si les États-Unis n'avaient pas leurs propres drones. Si le régime iranien parvient d'une manière ou d'une autre à survivre au blitz qu'il subit en ce moment, les États-Unis peuvent facilement lancer la production de drones kamikazes et d'intercepteurs pour s'engager dans une bataille de représailles, si nécessaire. L'Iran doit affronter une réalité. Le temps presse pour sa défense. Il ne lui reste que des drones et des missiles en nombre décroissant, car sa force aérienne et ses autres stratégies asymétriques contre les États-Unis sont détruites. L'Iran essaie toujours de maintenir une certaine forme de menace, bien sûr. Alors que ses avions de chasse brûlent au sol, l'Iran a juré de frapper les pays européens, s'ils osaient rejoindre la guerre aux côtés de l'Amérique. Mais les États-Unis et sans doute l'Europe savent que ces menaces paraissent de plus en plus creuses. L'Iran n'est pas en position de commencer à les lancer. Selon Trump, toutes les issues de secours proposées récemment par les États-Unis ont été retirées.
Trump a déclaré que l'Iran veut discuter. Il a répondu « trop tard ». Mais Trump doit rencontrer les derniers membres du régime iranien le 8 mars, apparemment à leur demande. Un drapeau blanc sera probablement présent. Que les États-Unis acceptent ou non la reddition de l'Iran, et que le régime iranien soit assez obstiné pour croire pouvoir encore négocier quoi que ce soit, cela ne sera révélé que ce week-end. En attendant, l'Iran continuera de proférer des menaces. Mais avec quelle force ? Certainement pas aérienne. La moitié de la flotte iranienne a disparu. Le reste est probablement cloué au sol. L'Iran a laissé son espace aérien aux États-Unis et à Israël. C'était 24 heures. L'Iran ne peut même pas se consoler à l'idée que les États-Unis ont utilisé contre ses chasseurs le missile qui a révolutionné le combat aérien. Comment le pourrait-il ? Les chasseurs iraniens n'ont même pas volé. L'Iran avait déjà été anéanti par les bombardiers furtifs et les chasseurs américains de 5e génération qui avaient détruit la plupart de ses défenses. Voici maintenant l'ascension du B-52 Stratofortress. L'Iran vient d'apprendre à craindre ce bombardier américain vieux de 74 ans, car il a lancé une attaque historiquement impressionnante contre l'Iran. Téhéran sait déjà que la guerre est perdue alors que les B-52 pulvérisent tout sur leur passage. C'est du génie des États-Unis. Cela montre que l'Amérique prévoit sur le long terme d'éliminer définitivement le régime iranien. Pour en savoir plus sur ce coup de génie, restez avec nous. L'arrivée des B-52 est la dernière grande nouvelle sur le conflit avec l'Iran. L'appareil massif et laid vole désormais presque impunément au-dessus de l'Iran, montrant que les défenses aériennes de Téhéran sont détruites et que le régime ne peut empêcher les États-Unis d'utiliser leurs vieux bombardiers non furtifs pour causer encore plus de dégâts. Pensez-y comme ça. Les B-2 américains ont enfoncé les portes, avec l'aide de dizaines de chasseurs américains et israéliens. Les B-52 bombardent désormais les derniers sites militaires iraniens jusqu'à leur destruction. Nous assistons à une transition d'une efficacité chirurgicale à une force brute. Cela peut sembler étrange à dire, après que les États-Unis et Israël ont mené 1000 frappes hallucinantes contre les défenses iraniennes lors des premières 24 heures de ce conflit. Cependant, ces frappes étaient réellement chirurgicales. Des opérations cybernétiques, dont le brouillage et le leurrage des radars iraniens les ont précédés. Une fois les communications perturbées, la première vague de frappes américaines et israéliennes a eu lieu. Les défenses aériennes ont été anéanties, les moyens navals et aériens ont été détruits. Des frappes de décapitation visant des dirigeants iraniens, dont le défunt guide suprême Ali Khamenei, ont été menées. Ces 24 premières heures ont été un déluge de feu d'une précision inégalée, dépassant tout ce que l'Iran avait anticipé. Mais l'Iran ne prévoyait pas que les États-Unis préparaient l'arrivée de quelque chose de bien plus grand. Une fois l'opération terminée, les États-Unis assènent des coups de massue sur les plaies, et l'Iran ne peut rien y faire. Les B-52 sont arrivés, et dans 1 minute, nous vous dirons exactement ce qu'ils font en Iran. Jetons d'abord un rapide coup d'œil à la puissance que les nouveaux venus apportent sur le terrain iranien. Le B-52, contrairement au B-2 déjà vu lors de missions de bombardement de plus de 30 heures au-dessus de l'Iran, est un bombardier non furtif. En d'autres termes, il ne peut pas se faufiler devant les radars ennemis et les défenses aériennes, comme son cousin beaucoup plus récent et bien plus coûteux. Mais ce que le B-52 peut très bien faire, c'est aider un pays qui a obtenu la supériorité aérienne à anéantir complètement des cibles au sol. Le bombardier peut transporter environ 70 000 livres, qu'il remplit de munitions à guidage de précision permettant aux États-Unis de détruire les dernières défenses et centres militaires iraniens. Max Afterburner explique plus en détail dans son analyse de l'arrivée des B-52 en Iran. Il dit « C'est un gros calibre. Je veux dire, le B-52 peut transporter 70 JDAM. Le nombre de JDAM à lui seul vous dit tout ce que vous devez savoir sur la puissance de feu que le B-52 peut apporter. Ces armes guidées air-sol existent en 3 versions, 500 livres, 1000 livres et 2000 livres. Avec 70 JDAM, on suppose qu'Afterburner pense que les B-52 envoyés en Iran transporteraient probablement la version de 1000 livres, même si, comme le révèle aussi Afterburner, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Même si la supériorité aérienne est établie, il pourrait y avoir un système de missiles solaires isolés qui s'active et pourrait tirer sur un B-52, explique-t-il à propos de la situation actuelle en Iran. Les défenses aériennes iraniennes sont détruites, mais pas totalement éliminées, comme nous l'expliquerons plus tard dans la vidéo. La possibilité de ces frappes isolées indique sans doute que les B-52 américains transportent des missiles JSSM, ou missiles d'attaque air-sol longue portée.
Ces missiles subsoniques, qui peuvent parcourir entre 370 et 925 km selon la variante, permettent aux B-52 américains de décoller et de lancer leurs attaques à distance, tout en restant bien en dehors de la portée des maigres défenses aériennes qu'il reste à l'Iran. Cela nous ramène à ce que nous avons évoqué plus tôt sur les B-52 en Iran. Les B-2 américains ont mené des frappes furtives et chirurgicales, créant un environnement dans lequel les B-52 pouvaient opérer en relative sécurité. Maintenant que les B-52 sont arrivés, ils frappent tout ce qu'il reste à l'Iran. Actuellement, Afterburner affirme que les anciens bombardiers américains doivent cibler les centres de commandement et de contrôle, essentiels à la coordination de la défense iranienne. Selon Afterburner, la coordination iranienne s'effondre progressivement alors qu'il décrit les cibles des B-52 américains. Leurs tirs deviennent isolés dès qu'un centre de commandement est détruit. Leurs rechargements sont très lents, car leurs installations de production sont aussi touchées. Maintenant, leurs délais de remise en état sont presque inexistants. En somme, les B-52 vont cibler les centres permettant à l'Iran de brandir sa principale menace contre les États-Unis, les missiles balistiques. Nous reviendrons bientôt sur la situation des missiles iraniens. D'abord, The War Zone, TWZ, partage l'avis d'Afterburner. Les B-52 américains ravagent les centres de commandement et de contrôle iraniens. Il cite le général Dan Kane, qui indique que le commandement et le contrôle iraniens sont défaillants, en partie à cause du passage de la précision à la puissance. Le CENTCOM passe déjà, au 4e jour, de grandes frappes délibérées, utilisant des munitions à distance, hors de portée des tirs ennemis, à des frappes de précision rapprochées au-dessus de l'Iran, explique Kane. On pourrait donc dire que la précision et la puissance forment la nouvelle phase. Quoi qu'il en soit, l'Iran ressent la douleur de l'arrivée du B-52 car les résultats sont déjà immenses. On peut le voir rien qu'en regardant le nombre de frappes. Après la première vague de 1000 frappes en 24 heures, les États-Unis, avec Israël, ont doublé leur charge de frappe. Au cours des 72 premières heures du conflit, les deux alliés ont réussi à détruire 2000 cibles à l'intérieur de l'Iran. Les B-52 auront joué un rôle majeur dans cette escalade, en tirant des munitions à distance sur des cibles qui ne sont plus correctement protégées par un réseau de défense aérienne iranien, qui était bien plus faible qu'il n'aurait dû l'être dès le départ. PBS News rapporte que le ministère de la Santé iranien affirme que 920 personnes ont été tuées au 4 mars, bien qu'il ne soit pas clair s'il s'agit de civils ou de militaires. D'autres estimations, comme celle du Jérusalem Post, affirme que plus de 1000 membres des gardiens de la révolution iranienne auraient péri lors de la première vague de frappes. Il est donc probable que beaucoup d'autres aient été tués après l'intervention des B-52 américains. C'est une force destructrice. Cependant, l'impact le plus important de l'arrivée des bombardiers américains s'est peut-être fait sentir sur le plan défensif. Nous avons indiqué plus tôt que les B-52 américains semblent cibler surtout les nœuds C2 de l'Iran. En guerre terrestre, ces nœuds sont essentiels pour coordonner soldats et logistique. Ce n'est pas une guerre terrestre, et comme dit plus tôt, l'atout majeur de l'Iran est son stock de missiles balistiques. Iran Watch indique que le CENTCOM, c'est-à-dire le commandement central des États-Unis, estimait ce stock à plus de 3000 missiles en 2022. L'Iran a sans doute déjà utilisé une grande partie de ce stock lors de ses attaques contre Israël et les bases militaires américaines, avant et pendant le conflit actuel. Au début de la guerre, les forces de défense israéliennes estimaient que l'Iran possédait environ 2500 missiles. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup, et grâce aux B-52 américains, l'Iran ne profite pas pleinement de ses stocks. La destruction des nœuds C2 empêche l'Iran de coordonner ses lancements de missiles. Lorsque vous combinez cela avec d'autres frappes, ciblant les sites de lancement de missiles iraniens, vous obtenez la paralysie du seul élément de puissance que l'Iran peut projeter. CNN a rapporté le 4 mars d'autres propos de Kane, montrant que les missiles balistiques iraniens sont progressivement neutralisés, ce que confirment les chiffres. Ce matin, le commandement central des États-Unis progresse régulièrement. Les tirs de missiles balistiques de théâtre par l'Iran ont chuté de 86% depuis le début des combats, a annoncé Kane lors d'une brève déclaration au Pentagone. Il a ajouté qu'il y a eu une diminution de 23% rien que ces dernières 24 heures, et en prime, 73% des drones kamikazes iraniens ont été abattus. On assiste ici à l'érosion progressive de la stratégie militaire iranienne, les B-52 arrivés dans le pays jouant un rôle clé. Vous vous rappelez sans doute que nous avons évoqué plus tôt que l'envoi des B-52 était un coup de génie des États-Unis. La destruction de la capacité offensive de l'Iran n'est pas la principale raison, même si cela aide. Une autre raison existe. Avant d'aller plus loin, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage,
assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous procédons ainsi chaque semaine. Alors, pourquoi l'arrivée des B-52 est-elle un coup de génie des États-Unis ? Le président américain Donald Trump nous a donné un petit indice le 2 mars, lorsqu'il a indiqué que la guerre contre l'Iran pourrait durer bien plus longtemps que certains ne l'imaginent. Les États-Unis prévoyaient un conflit de 4 à 5 semaines, mais Trump a précisé que l'armée américaine pouvait tenir bien plus longtemps. En d'autres termes, les États-Unis partent déjà du principe qu'il s'agira d'un conflit de plusieurs semaines, et rappelez-vous, nous ne sommes encore qu'à la première semaine. De plus, les États-Unis doivent se préparer à la possibilité que la guerre puisse durer encore plus longtemps, ce qui signifie une chose très importante. Les États-Unis doivent réduire les coûts tout en frappant l'Iran avec toute leur puissance de feu. Et c'est ici que le génie d'utiliser les B-52, au lieu de continuer à utiliser les B-2 plus récents et furtifs, entre en jeu. Aussi tentant soit-il de considérer l'armée américaine comme un colosse écrasant doté de ressources financières infinies, le pays veut tout de même s'assurer de ne pas gaspiller de l'argent là où ce n'est pas nécessaire. Et l'une des façons dont les États-Unis auraient pu se retrouver à jeter de l'argent par les fenêtres dans le conflit prolongé qu'ils anticipent avec la guerre contre l'Iran, c'est en continuant à utiliser le B-2 pour les missions de bombardement. Le site 1945 explique pourquoi les B-52 sont utilisés. Capable de transporter beaucoup de munitions guidées, le B-52 reste longtemps en vol et coûte moins cher à l'heure que le B-2. Le B-52 est idéal pour un bombardement soutenu après sécurisation de l'espace aérien. Sécurisé décrit l'état actuel du ciel iranien. Sur le plan des coûts, Wion explique que le B-2 coûte environ 2 fois plus cher que le B-52, rien que pour décoller. La combinaison des revêtements furtifs du B-2 et de sa maintenance lourde signifie que ce bombardier plus moderne est le mieux adapté à la stratégie de choc et de stupeur des frappes chirurgicales initiales que nous avons vues en Iran, après quoi il se retire et laisse la place à d'autres bombardiers pour entrer dans l'arène. Le coût direct est aussi crucial. Un B-2 coûte environ 2 milliards de dollars à construire aux États-Unis. Si l'un d'eux était abattu ou en panne dans le ciel iranien, cela causerait un sérieux manque dans le budget américain prévu pour la guerre contre l'Iran. Comparez cela au B-52. Les États-Unis ont remis à neuf leur bombardier B-52, ayant dépensé 15 milliards de dollars jusqu'en 2021, dans le cadre d'un programme de 48,6 milliards de dollars destiné à maintenir ces avions vieillissants en service jusqu'en 2060. Mais actuellement, les États-Unis ont 76 B-52 en service. Même avec cette remise à neuf, cela revient à environ 640 millions de dollars par appareil, plus le coût du bombardier il y a plus de 70 ans, ce qui, selon IG.Space, s'élevait à environ 1,14 milliard de dollars une fois ajusté pour l'inflation. Donc, ce que vous obtenez ici, c'est moins de risques. La perte d'un B-52 reste une perte coûteuse, mais ce n'est rien comparé à la perte d'un B-2 bien plus cher et avancé. Ensuite, il y a les coûts d'exploitation évoqués plus tôt. Selon The National Interest, un B-2 coûte environ 200 000 dollars par heure de vol. Comme nous l'avons mentionné, les B-2 que les États-Unis ont envoyés en Iran, lors de la phase chirurgicale de leur stratégie de frappe, sont restés en vol pendant plus de 30 heures. Cela représente une dépense de plus de 6 millions de dollars, n'est-ce pas ? Maintenant, le B-52 en revanche, coûte environ 70 000 dollars par heure de vol. Même en tenant compte de l'inflation, c'est environ la moitié du coût du B-2 comme l'a dit Wion. Financièrement, adopter les bombardiers B-52 est une décision brillante. Les États-Unis maintiennent une puissance de feu massive contre l'Iran grâce à des armes très avancées, utilisant un bombardier moins coûteux pour leur budget de défense. Si l'administration Trump prévoit une campagne de 4 à 5 semaines, ce changement était essentiel pour qu'elle continue. Tout cela nous amène à la situation telle qu'elle se présente actuellement. L'Iran n'est pas dans une bonne situation. Nous avons déjà évoqué cela, surtout concernant les missiles balistiques et les défenses aériennes iraniennes. Mais il est utile d'explorer davantage ce dernier point. Leur défense aérienne est bien moins avancée que celle des nations occidentales, explique Afterburner au sujet de l'Iran avant les bombardements. Comme nous l'avons vu, les missiles solaires et radars chinois et russes ont été complètement détruits par les B-52 et autres bombardiers. L'Iran était déjà perdant dans le domaine de la défense aérienne avant même que la guerre ne commence. Army Technology précise dans un article du 3 mars que les défenses aériennes iraniennes ne sont pas forcément les unités chinoises et russes mentionnées par Afterburner. L'Iran en possède certaines, bien sûr, mais une grande partie de son réseau de défense aérienne est composée de copies bon marché du S-300 russe et du QG-7 chinois, que l'Iran a rétro-conçu pour en faire ses propres versions, qui jusqu'à présent n'avaient jamais été testées au combat.
Après test, ces copies se sont révélées insuffisantes. De plus, la rétro-ingénierie sans aucune innovation signifie que les systèmes que l'Iran a construits pour lui-même présentent les mêmes faiblesses que ceux sur lesquels ils sont basés. Par exemple, les copies iraniennes du S-300 sont vulnérables aux armes israéliennes, comme le missile Icebreaker, qui sont conçus pour exploiter les vulnérabilités de guerre électronique des radars utilisés pour les systèmes S-300. L'Iran n'a pas corrigé ces failles dans ses copies des systèmes russes et chinois, et en subit aujourd'hui les conséquences. L'Iran se retrouve avec un réseau de défense aérienne encore plus faible qu'avant. Newsweek indique que le pays aurait déplacé ses défenses aériennes de l'est vers l'ouest, anticipant plus d'attaques de cette direction. Ce n'est pas une démonstration de force, mais cela montre que l'est de l'Iran devient une zone où les B-52 américains peuvent lancer des munitions à distance, profitant du manque de défense de ce côté par l'Iran. Téhéran et Ispahan sont peut-être un peu mieux protégés qu'elles ne l'étaient après la première vague de frappes, mais ce n'est tout simplement pas suffisant pour faire quoi que ce soit de notable pour arrêter les frappes américaines et israéliennes. Comme l'a souligné Afterburner, l'Iran misera sans doute sur un tir chanceux, lié à la négligence américaine, ce qui n'est pas une vraie stratégie de défense aérienne. C'est un pari qui n'offre pas du tout les résultats dont l'Iran a besoin. Quant aux États-Unis, ils ont la supériorité aérienne totale. Cela ne signifie pas qu'ils détiennent la suprématie aérienne, qui permet à un pays d'opérer sans crainte d'opposition dans l'espace aérien ennemi. Mais ils sont aussi proches d'atteindre cette suprématie qu'il leur faut pour commencer à envoyer des bombardiers non furtifs en Iran. C'est un signe de confiance américaine que l'Iran ne voulait absolument pas voir, car cela montre que Trump ne ment pas quand il dit qu'il s'attend à ce que cette campagne dure plusieurs semaines. D'autres frappes viendront des B-52 américains, sans compter les groupes de porte-avions, et les nombreux chasseurs et avions de soutien déployés par les États-Unis dans le golfe Persique. Quant à la suite, la guerre prend de l'ampleur. La tendance s'accentue déjà en Iran, car Afterburner affirme que l'arrivée des B-52 marque un changement clair vers plus de volume et de persistance dans la campagne. Cependant, l'ampleur s'élargit en ce qui concerne les endroits où les États-Unis mènent des attaques, et ce qu'ils pourraient planifier ensuite. Le 4 mars, les États-Unis ont torpillé l'Iris Dena dans les eaux internationales au large de la côte sud du Sri Lanka. C'est loin du golfe Persique, ce qui suggère que les États-Unis étendent leurs attaques aux moyens militaires iraniens hors du territoire iranien. Il y a aussi la menace imminente que les États-Unis envoient des troupes en Iran. D'après Chatham House, cela sera indispensable si l'Amérique veut vraiment renverser le régime iranien. Le projet de Donald Trump d'aider le peuple iranien à se soulever à nouveau et à renverser la théocratie semble davantage relever de l'espoir que d'une réelle stratégie. Le groupe de réflexion affirme qu'aucun signe d'opposition intérieure efficace ou de défection au sein du régime n'apparaît encore. Cela suggère alors que le peuple iranien manque de confiance pour renverser le corps des gardiens de la révolution islamique et ce qu'il reste des hauts dirigeants. Cela nous amène donc à une perspective intéressante. Peut-être que l'arrivée des B-52 et ce qui semble être des semaines de frappes soutenues préparent une troisième phase de la guerre en Iran. D'abord la chirurgie, puis le marteau-pilon. Ensuite, le régime iranien pourrait être submergé par des soldats américains débarquant sur le terrain. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le régime iranien a été ébranlé jusqu'à son cœur et qu'il ne s'en remettra peut-être jamais complètement. C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour le régime. Mais c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour Poutine, qui comptait sur le rapprochement russo-iranien pour s'affirmer comme acteur géopolitique mondial. Si le régime iranien tombe, Poutine subira un coup dur, et vous pouvez découvrir pourquoi en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'opération Epic Fury. Merci de nous avoir regardés.